Alors Benjamin Lévy, quelle est la langue la plus difficile à maîtriser selon vous? Ou alors peut-être celle qui vous inspire le moins d'engagement, celle que vous n'aurez pas envie d'apprendre? Pas envie, je sais pas, mais je pense que le chinois c'est très difficile. Il paraît qu'il faut 1 an et demi en Chine avec des études pour lire le journal, donc j'aurais peut-être envie un jour, mais c'est pas la première à laquelle je me suis attaqué. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui on parle de linguistique et de langue étrangère avec mon invité Benjamin Lévy, fondateur de Gymglish, j'ai bien prononcé? Tout à fait. C'est ça. Littéralement la gymnastique des langues, en gros. C'est si je traduis en bon linguiste, j'ai fait la traduction. C'est l'idée. En 2004 vous avez fondé cette société, donc ça fait déjà 15 ans. Qu'est-ce que le déclic à l'époque, c'est quoi? Pourquoi vous avoir pourquoi? Bon, déjà, il y avait un déclic de la création d'entreprise. C'était notre deuxième création d'entreprise avec Antoine, mon associé. Ouais. On avait déjà créé une première boîte qu'on avait revendue assez vite. On a voyagé et on était décidé à recréer l'entreprise. Une envie d'entreprendre avant une envie de... Déjà, il y a une envie d'entreprendre, on va dire en socle. Et puis après, il y a l'envie d'aller vers un domaine dont on était tous les deux passionnés, les langues. Parce que les langues, c'est le voyage. Les langues, c'est pas seulement des langues et des additions de points pédagogiques, c'est des cultures. Ouais, des aventures. Des rencontres, c'est de la communication. Donc, on était ravis de trouver une idée dans un domaine qui nous passionnait. Et donc, j'ai vu que vous proposiez une méthode originale pour l'apprentissage de la langue. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette méthode originale de vos concurrents? Parce qu'il y a aussi pas mal de sociétés qui font ce travail-là. Alors l'idée, déjà au début des années 2000, il y avait la promesse e-learning, la promesse qu'on allait pouvoir apprendre beaucoup de choses en ligne et notamment des langues. Nous, on a remarqué, on a fait un constat en 2004 et on pense qu'il est toujours aussi vrai aujourd'hui, que certes, on a de plus en plus de ressources pédagogiques pour apprendre plein de choses en ligne. Mais c'est pas pour ça qu'on apprend plus. Exactement. C'est pas pour ça qu'on apprend plus et c'est pas pour ça qu'on retient ce qu'on aurait appris un jour. Donc l'idée, c'était de proposer une méthode qui s'intéresse à l'assiduité. Comment on peut, dans un contexte où on est tout seul... De séduire, en fait. C'est de la séduction que vous faites. Ouais, on pourrait dire de la fidélisation. Ouais. Je pense que les acteurs de l'industrie du divertissement ont bien compris cet enjeu. Par contre, dans l'apprentissage, dans l'éducation, c'est pas toujours le cas. Ouais. Surtout en ligne, quand on est tout seul devant son écran ou devant son smartphone. On a plus envie de jouer à des jeux que de bosser, entre guillemets. Exactement, on est facilement distrait, on est très occupé, on a plein de choses, on est très sollicité par tout ce qui peut arriver sur nos écrans. Comment vous captez l'attention, du coup? Alors on a plusieurs ingrédients, on a un mix d'ingrédients techno et contenu. Alors côté techno, on fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'apprentissage adaptatif, c'est-à-dire c'est l'intelligence artificielle qui va s'adapter dynamiquement à vos erreurs et à vos attentes en fonction de vos réponses en avançant. Ce qui permet de personnaliser, d'éviter de vous décourager devant quelque chose de trop difficile ou de vous démotiver devant quelque chose de très facile par rapport à des pédagogies traditionnellement linéaires. Tout le monde passe par le même chemin. Donc ça, c'est un élément. Il y a un autre élément qui est devenu le micro-learning, qu'on a appelé plus tard le micro-learning, c'est-à-dire l'idée de proposer des sessions courtes, 10 minutes, c'est tout, parce qu'on est facilement occupé, distrait, démotivé, etc. Donc là, nous, c'est un petit cocktail de contenu de 10 minutes, donc personnalisé, et puis après 10 minutes, il y a une correction et au revoir. On peut avoir bonne conscience et l'idée, c'est... On a fait notre devoir, quoi. Voilà, l'idée, c'est d'en faire quelques-uns par semaine. Et puis, il y a un fort ingrédient contenu avec une dimension humoristique. On a voulu, c'est là où on emprunte des ingrédients au monde du divertissement. On scénarise tout, on raconte des histoires avec des personnages décalés, là où beaucoup de nos confrères ont des contenus pédagogiquement irréprochables, mais parfois un peu plus chiants, vous voulez dire. Quel public vous ciblez? Vos clients, vous proposez d'apprendre plusieurs langues, on en reparlera, mais vos clients ont quel âge? Alors ce sont des adultes. D'accord. On travaille surtout sur les adultes. Donc après, quels adultes? Là, il y a de tout. Il y a des étudiants, il y a des actifs pour la plupart. Plus d'actifs que d'étudiants? Il y a de tout, oui, plus d'actifs parce qu'on a à la fois des clients entreprises et des clients particuliers. Donc les actifs, on les retrouve dans les deux cas, avec des formations parfois payées par leur employeur, parfois payées par eux-mêmes. Et puis on a aussi des seniors qui ont un grand appétit d'apprendre et puis qui pour certains sont ravis d'entretenir leur mémoire. J'ai parlé d'apprentissage adaptatif, mais il y a dans cette dimension une dimension mémorisation, c'est-à-dire effectivement apprendre des choses, mais aussi s'en souvenir.
Donc on a aussi une méthode pour revenir sur les acquis. Alors le besoin d'apprendre l'anglais pour les Français, est-ce qu'il est le même depuis 2004, depuis la création, ou alors est-ce que vous avez observé différentes tendances? Est-ce que aujourd'hui les gens veulent plus apprendre l'anglais? Est-ce qu'ils parlent mieux anglais, ou est-ce que les Français, le rapport des Français avec l'anglais? Je pense que les Français sont pas si mauvais en anglais. On dramatise beaucoup. On dramatise beaucoup. C'est peut-être une propagande un peu positive de dire on est nul, il faut qu'on progresse, parce que c'est vrai qu'on peut toujours progresser. Ouais, on a toujours des meilleurs que nous, les Scandinaves et compagnie. Mais on n'est pas si nul, on est plutôt complexé. Et en tout cas, nous, en 15 ans, on avait déjà très peu besoin en 2004 de sensibiliser sur la nécessité d'apprendre l'anglais pour avoir un meilleur job, pour voyager, pour rencontrer. Et puis, c'est encore moins le cas aujourd'hui, on a encore moins besoin de sensibiliser. La question, c'est plutôt comment, quelle méthode, comment je peux apprendre. Il y a beaucoup de gens, pas que des Français, qui sont sincèrement convaincus qu'ils ont besoin d'améliorer ou d'apprendre l'anglais, mais ils sont un petit peu circonspects devant la diversité de méthodes, et surtout en ligne, où il y a des messages miraculeux. On trouve tout et n'importe quoi. Voilà, on trouve tout et n'importe quoi, du gratuit, du payant, du miraculeux. Combien ça coûte d'ailleurs, Jimglish ? Pour un particulier, nous, ça va coûter entre 9 et 25 euros par mois, selon la durée d'abonnement. D'accord. Ça va être plus cher pour les entreprises, parce qu'il y a des services pour les RH, pour la formation professionnelle. Mais voilà, c'est l'ordre de grandeur. Et on a, depuis le début, fait le pari du service payant, suite à un test gratuit, pour quand même montrer la boîte qu'on propose, avant de proposer de l'acheter. Et donc voilà. Et vous proposez aussi d'apprendre le français, donc du coup vous êtes là, vous vous adressez à une cible étrangère. Qui sont ces étrangers qui veulent apprendre le français? Ils sont très nombreux, ils sont principalement américains, britanniques, allemands, mais en fait ils sont aussi japonais, asiatiques. En fait on en a de partout. Et c'est étonnant parce que aussi on entend parfois un son de cloche que le français serait une langue morte, une langue presque morte, que le marché serait stagnant. En fait, le marché du français, en parlant de marché, se porte très très bien. Il y a encore un appétit énorme pour la langue française. Je pense, j'ai pas de statistiques, je vous avoue, mais je pense parce que bon, c'est vrai qu'il y a les élites mondiales qui ont toujours été très sensibles à l'apprentissage du français, parce que ça vient de siècles de rayonnement de la culture française. Mais il y a de plus en plus de gens, en Afrique notamment, mais pas seulement, en Asie. Nous, on vend beaucoup de fantastique, c'est notre cours de français, au Japon, à Singapour. C'était pas du tout une intuition. Et du coup, le français se porte très bien. C'est toujours la langue, paraît-il, la deuxième langue la plus enseignée dans le monde. Cocorico, alors. J'ai vu qu'en 2018, donc l'année dernière, pour la première fois, vous avez ouvert votre capital à des investisseurs, mais aussi à vos salariés. Qu'est-ce que ça a changé, ça, dans le fonctionnement de la société, là, en un an? Qu'est-ce que ça a provoqué? C'est très récent. Déjà, bon, je rectifie un tout petit peu, on avait ouvert le capital aux salariés déjà depuis le début. Ça avait été une dynamique. Ah oui, là, c'est uniquement aux investisseurs. Par contre, effectivement, on a fait 14 ans d'autofinancement. Et puis on a voulu passer la 2. On nous appelle start-up, mais on est un peu lent comme start-up. On a fait 14 ans d'autofinancement, de croissance, de rentabilité, puis on a voulu accélérer, on s'était mis des plafonds de verre, on s'est dit on sera que 20 personnes. Parce que, bon, je sais pas, on était jeunes, on avait envie d'une boîte qu'à 20 personnes. Ouais, une boîte à taille humaine, quoi, où tout le monde se connaît. Taille humaine, voilà. Et puis, c'est pas qu'on n'a plus envie d'une boîte à taille humaine, mais on a envie quand même de passer la 2, de donner les moyens d'investir. On a plein d'idées. On a les mêmes constats qu'il y a 14 ans sur les problématiques de l'apprentissage en ligne. Ils sont toujours les mêmes. Ils sont toujours les mêmes. Ils sont encore plus criants parce qu'il y a encore plus de ressources en ligne. Il y a encore plus de contenu, de choses disponibles. Et les gens ne le consomment pas plus, forcément. Mais il n'y a pas plus d'apprentissage. Au contraire, il y a des experts qui disent que si les inégalités se creusent, monétaires, les inégalités en termes d'éducation sont encore plus se creusent davantage encore. Alors, c'est vrai qu'on a plein de ressources en ligne, mais ça ne profite pas à tout le monde. Et du coup, le constat est toujours aussi vrai, même encore plus criant aujourd'hui. On a plein d'idées et du coup, on a souhaité nous ouvrir, faire venir des investisseurs et booster notre croissance qui était au rendez-vous depuis 14 ans, mais dans un mode plus tranquille. Merci Benjamin Lévy. Merci à vous.